Merci à vous d'être présent ce soir. C'est un honneur de vous accueillir à la salle Voltaire pour lancer, démarrer je vais dire cette conférence débat au vu du nombre de présents. Je remercie le professeur Audibert, directeur de l'espace de réflexion éthique Grand Est, pour l'animation de cet événement, ainsi que la directrice de la Ligue pour sa présence. Anticiper les dernières volontés, un débat nécessaire, car cette question n'est pas encore très ou pas assez abordée en France. Les directives anticipées, rappelons-le, permettent à toute personne majeure de faire une déclaration écrite pour préciser ses souhaits concernant sa fin de vie, un document qui aidera les médecins le moment venu à prendre les décisions sur les soins à donner. En l'absence de directives anticipées, les médecins doivent recueillir l'avis de la personne de confiance, ou sinon, les avis de la famille. À nouveau, personne de confiance, c'est une des thématiques évaluées ce soir. Les médecins, en fonction de ces avis, prennent les décisions en fonction de ces avis et de la situation médicale. Et ce thème s'impose à nous de façon impérieuse. Je disais que je vous accueillais avec honneur. Bah oui, c'est un honneur d'accueillir une conférence comme celle-ci à Guénange, parce que ce sujet va permettre à vous, présents, une meilleure appropriation de ce sujet, des différents dispositifs prévus par la loi qui consacrent les droits des malades, et de toute la question éthique, avec toute la complexité, relative à l'accompagnement des personnes en fin de vie. Alors oui, les projets de réforme législative commencent à émerger, en tout cas ces questions arrivent, le domaine de la fin de vie font que ce sujet est d'autant plus d'actualité. Parmi les autres incertitudes qui nous interpellent, j'aimerais mentionner les questions relatives à la nécessité que ce débat ait lieu, justement au vu de la complexité et de la notion forcément personnelle que chacun va y mettre, et de toute la nuance du coup qui est nécessaire. Et je terminerai là-dessus, il est nécessaire avant toute chose de garantir qu'un recours à une aide active à mourir ou d'aller plus loin, on va dire, dans tout accompagnement palliatif ne doit jamais relever ni d'un défaut de soins ni d'un déficit de connaissances. Et rappelons que aujourd'hui, les besoins sur les territoires en soins palliatifs, ils sont insuffisamment développés, et que ça renforce encore plus, au vu de l'inégalité sur le territoire, l'importance d'engager tous ces débats. De ce fait, je vous souhaite à toutes et à tous une belle conférence, et je vous remercie de votre présence, parce que même si elle se fait en nombre restreint, c'est un sujet qui est éminemment important. Merci à vous. Bonjour à vous tous et toutes. Oui, je voulais juste dire que la Ligue contre le cancer, en tout cas, déjà je parle au nom de mon président du comité de Moselle et au nom de la Ligue contre le cancer. Le sujet est très important pour nous parce que nous défendons beaucoup les droits des malades. Et justement, au niveau national, il y a une vraie réflexion qui est actuellement menée et dont le fruit du travail sera bientôt à disposition pour tous et tous, parce que la Ligue contre le cancer défend les malades sur ce sujet-là, bien évidemment. Je vous remercie beaucoup. Je vais vous présenter l'EREJ, qui s'est associé en fait à cette manifestation. Donc, l'EREJ, c'est l'espace régional d'éthique du Grand Est. Nous sommes constitués en 3 sites d'appui. Il y a un site d'appui lorrain,
qui est basé sur Strasbourg. Alsacien, pardon, qui est sur Strasbourg. Le Lorrain, c'est nous, donc nous sommes basés sur Nancy. Et ensuite, le site Champardonnay est basé sur Reims. Donc, sur chacun de ces sites, on a en fait un directeur, une coordinatrice qui sont là pour mettre en œuvre en fait les différents projets en lien avec nos missions. Alors, nos missions, quelles sont-elles? Ce sont des missions qui ont été décidées au niveau national, donc de la formation, de la documentation aussi. Donc, sur notre site internet, vous allez pouvoir trouver pas mal d'informations et de documents. Aussi un lieu de rencontre et d'échange interdisciplinaire. Pour nous, chacun a sa place dans le débat. On n'a pas d'expert en éthique. En éthique, c'est chacun s'exprime, chacun réfléchit et chacun donne sa parole. L'Observatoire des pratiques éthiques inhérentes à la santé, c'est-à-dire que nous travaillons avec les comités d'éthique. Nous aidons aussi à mettre en place ces comités d'éthique sur l'ensemble de la région. Nous sommes organisateurs des débats publics autour des questions d'éthique en santé. Donc, notamment, nous avons pu, mais ça, je vous en parlerai après, je vous ai mis un petit récapitulatif de nos actions sur 2022. Ça vous permettra de faire le lien. Et nous avons aussi une cellule de soutien éthique qui peut être saisie pour des situations complexes, alors notamment en période de Covid. On a eu des situations qui sont remontées et pour lesquelles nous avons pu répondre, auxquelles on a pu répondre en fait directement auprès des centres hospitaliers qui étaient en difficulté ou auprès des structures médico-sociales. Et ensuite, nous sommes également en relation avec les autres espaces d'éthique régionaux. Donc, nous sommes au nombre de 11 et nous travaillons directement avec le CCNE, donc le Comité consultatif national d'éthique, qui a émis notamment cet avis 139 courant septembre. Alors voilà, donc qui sommes-nous? Le directeur du site d'appui Lorrain, Gérard Audibert, la coordinatrice moi-même et on travaille avec une secrétaire administrative. Alors, des exemples d'actions sur l'année 2022. Donc, nous avons réalisé 3 webinaires sur la dernière loi de bioéthique 2021, notamment sur la cryoconservation des gamètes à visée sociétale, également sur la question de la filiation suite aux nouvelles lois d'accès aux origines pour les naissances issues de FIV. Ensuite, nous avons aussi mis en place des improvisations débats avec une troupe de théâtre, les Once Upon a Time. À Nancy, nous sommes intervenus à la fac de médecine et nous avons travaillé la confiance dans le soin. Ensuite, sur Metz, nous étions à la fac de sciences humaines pour travailler le tact dans le soin. Et pour finir, nous étions à Thionville, il y a une dizaine de jours maintenant, pour travailler avec les lycéens, là pour le coup, sur doute et certitude. Alors, nous sommes également, comme je vous disais tout à l'heure, appui pour la création de comités éthiques dans les établissements. C'est-à-dire que si un établissement n'a pas de comité éthique, eh bien, il peut s'adresser à nous. On peut aider à mettre en place ce type de structure, expliquer un petit peu comment, enfin, le fonctionnement, expliquer un petit peu comment on peut faire pour le faire fonctionner. Quelles personnes doivent venir faire partie de ce comité et comment on fait pour le faire fonctionner. On travaille effectivement, comme je vous le disais, en collaboration avec le CCNE, dans le cadre notamment ce soir, l'information sur la fin de vie, animation de conférences, notamment sur les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance. Voilà. Et c'est également une newsletter trimestrielle écoéthique. Donc, si vous allez sur notre site internet erech.fr, vous allez pouvoir la trouver. Et on a également une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez trouver une bonne partie des conférences que nous avons données, que ça soit sur Reims, sur Strasbourg ou aux alentours de Nancy, sur la région. Voilà, je vais laisser la parole au professeur Audibert. Je vous remercie. Bon alors bonjour à tous, merci de consacrer une soirée à un sujet qui n'est pas un sujet très facile à aborder, qui est la fin de vie en règle générale dans son encadrement législatif, et puis en particulier les directives anticipées et ce qui est à mes yeux très très important comme médecin, la personne de confiance. Et puis je dirais un mot à la fin sur l'actualité, puisque l'actualité, peut-être que vous l'avez vu à travers les différents médias, journaux, télévisions, etc. Il y a une actualité sur la fin de vie en France,
puisqu'il y a un débat qui était dans le programme du candidat Emmanuel Macron, et maintenant le président de la République a donc décidé d'organiser une consultation, de façon générale, autour du sujet de la fin de vie, pour savoir si ce que je vous présente, qui est l'encadrement aujourd'hui, le 27 octobre 2022, suffit à prendre en charge la fin de vie dans des bonnes conditions en France, ou s'il faut changer la législation, comme le soutiennent un certain nombre d'associations. Alors les lois qui encadrent la fin de vie sont les lois dites Leonetti. Alors il y en a deux. Il y a la loi Leonetti toute seule. Le pauvre Gaëtan Gors qui était avec Leonetti, il a disparu dans l'appellation de la loi. Ils étaient deux, c'est assez intéressant de le noter parce que Leonetti, il appartient au mouvement Les Républicains, plutôt de droite. Gaëtan Gors, il est PS, plutôt de gauche. Et ces deux personnes qui sont d'une obédience relativement rivale, on va dire, elles se sont réunies pour écrire ce texte de loi qui a été voté à l'unanimité lors de sa session, 548 voix pour, 0 voix contre, ce qui est pas tous les jours à l'Assemblée nationale, en particulier en ce moment, mais bon. Et donc, la loi Leonetti 2005 a commencé à poser un certain nombre de jalons sur ce qu'est notre fin de vie. Alors d'abord, l'obstination déraisonnable. L'obstination déraisonnable, avant, sûrement, vous connaissiez le concept de ce qu'on appelait l'acharnement thérapeutique. L'obstination déraisonnable, ça remplace l'acharnement thérapeutique parce que les rédacteurs ont trouvé que l'acharnement, finalement, c'est ce qu'on consacre à la guérison de notre patient quand on est médecin. Et c'est seulement quand cet acharnement devient déraisonnable qu'il faut arrêter de s'obstiner. Et donc, ils ont remplacé le vocabulaire acharnement thérapeutique par l'obstination déraisonnable. Alors, dans un premier temps, et l'article 1er de la loi est important à prendre en compte, c'est quoi l'obstination déraisonnable? C'est quand? Eh bien, c'est défini dans la loi comme étant... Alors, les soins, c'est un mauvais traitement, c'est un mauvais terme, parce que les soins ne sont jamais arrêtés. C'est le traitement qui est arrêté. Donc, les traitements qui sont inutiles, disproportionnés, et n'ayant d'autre objectif que le maintien artificiel de la vie. Lorsque c'est un des 3 qualificatifs qui permet de désigner le traitement du malade qui est là, eh bien, on a le droit soit de les arrêter, soit de ne pas les entreprendre. Et donc, c'est particulièrement lorsqu'il s'agit de les arrêter, parce qu'on est en fait dans une impasse, que la loi a été écrite pour protéger le patient. C'est un droit du patient à ne pas être victime d'une obstination déraisonnable. Donc, c'était déjà, comment dirais-je, oui, quelque chose qui était un droit supplémentaire du patient qui lui évitait cette obstination déraisonnable. Or, on est 17 ans après Leonetti et tous les recours juridiques vont dans l'autre sens. C'est-à-dire que les familles, elles portent plainte contre nous quand on leur annonce que malheureusement la situation elle est sans issue. Eh bien, alors, je grossis un peu le trait. Heureusement qu'il y a 99% des trains qui arrivent à l'heure, évidemment. Mais il y a quand même quelques pourcents des trains qui n'arrivent pas à l'heure, et c'est en général ceux-là qui nous font suer et qu'on remarque. Et donc, ces 7%, ce pourcentage, ce faible pourcentage de conflits avec les familles, il est toujours dans le sens où on souhaite arrêter le traitement parce qu'il est inutile ou parce qu'il n'a d'autre objectif que le maintien artificiel de la vie. Le prototype de ce que vous connaissez, évidemment, c'est Vincent Lambert. Eh bien, on veut arrêter, la famille donc porte plainte pour qu'on n'arrête pas. Alors, dans la loi, jamais il y a le mot fin de vie. Donc, dans la loi, c'est précisé des patients qui sont en phase avancée ou terminale d'une infection grave et incurable. Parce que, vous n'avez peut-être pas fait attention à ça, mais par exemple, dans les multiples procédures judiciaires qu'il y a eu autour de Vincent Lambert, la famille a dit « ce n'est pas un malade, c'est un handicapé ». Et donc la loi Leonetti ne s'applique pas à lui parce que ça n'est pas un malade. Et ils ont fait un pourvoi à l'ONU
sur je ne sais plus comment s'appelle la juridiction, mais une juridiction de défense des handicapés. Bon, pourtant, on peut dire quand même qu'il est plus proche de ce qu'on appelle un malade qu'un handicapé. Donc, quand on est dans une situation d'obstination déraisonnable, arrêter le traitement, c'est quand même, évidemment, toujours sauvegarder la dignité du mourant, c'est ça qui est marqué dans la loi, bien que le mot dignité a des sens éminemment variables d'un citoyen à l'autre et d'un docteur à l'autre, et toujours on assure la qualité de la fin de vie par des soins palliatifs. On ne va pas arrêter de s'occuper du patient, on n'abandonne pas le patient. Ce n'est pas parce qu'on arrête le traitement qu'on va arrêter de s'occuper du patient. Et donc, qui dit législation autour de la fin de vie, dit obligatoirement soins palliatifs, développement des soins palliatifs. Et ça, c'est encore très en retard en France. Monsieur le maire le disait, effectivement, et particulièrement dans ce qu'on appelle maintenant les territoires, en région, loin des grandes villes, loin des hôpitaux universitaires. L'accès aux soins palliatifs n'est pas facile. Au domicile, l'accès n'est pas facile, même si sur la fin de vie, à l'heure actuelle, je vous rappelle, la fin de vie en France, c'est 75% des cas médicalisés, soit à l'hôpital, soit en EHPAD. C'est seulement dans 25% des cas que les gens finissent leur vie au domicile ou au cours d'un accident. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret, limiter ou arrêter des soins? D'abord, limiter des soins. Ça veut dire, par exemple, on va décider de ne pas réaliser de réanimation, de massage cardiaque si le patient présente un arrêt cardiaque. Souvent, on le dit aux familles. Un patient qui a un cancer, on va décider de ne pas poursuivre la chimiothérapie. Vous savez que les cancérologues, ils ont des tonnes et des tonnes de chimiothérapie. Première ligne de chimio, deuxième ligne de chimio, troisième ligne de chimio, quatrième, parfois cinquième. Donc le patient, il a le droit de dire stop à un moment. De la même façon, on ne va pas forcément réaliser une chirurgie parce qu'elle est sans espoir. On ne va pas le dialyser, on ne va pas le mettre sous respirateur. On n'a pas commencé le traitement et on décide de ne pas le faire. Ça s'appelle limiter. La deuxième grande définition, c'est arrêter. Donc là, on a commencé le traitement et on va le suspendre. Donc c'est typiquement l'arrêt de la ventilation artificielle. Donc ça se pose par exemple dans mon service à l'heure actuelle, où j'ai une jeune femme qui est... alors, je disais tout à l'heure dans le hall, la fin de vie, ce n'est pas les sujets âgés. Hein. La fin de vie, à nous tous, ça peut être dans 1 heure, quand on va rentrer chez nous. Je ne veux pas casser l'ambiance, mais c'est la réalité quand même. Ça peut être demain si on fait un AVC demain matin. Et cette jeune femme, elle a 33 ans et elle a un pronostic désespéré. Et il va falloir, on a commencé à entreprendre toutes les démarches pour l'arrêt de la ventilation artificielle. Elle est sous respirateur et on sait que ça ne sert plus à rien. Et donc, il faut convaincre la famille qui nous a dit surtout, vous ne la touchez pas. Donc, il faut qu'on fasse cheminer la famille pour la convaincre qu'il n'y a pas d'autre choix que l'arrêt de la ventilation artificielle. Ça peut être arrêter des médicaments, ça peut être arrêter des antibiotiques et ça peut être arrêter la nutrition. Alors, l'arrêt de la nutrition, ça a donné lieu à plein de procédures judiciaires. Et c'était le cas chez Vincent Lambert. Hein. L'idée, c'était d'arrêter la nutrition parce qu'on était loin de la phase aiguë. Et donc, Vincent Lambert, vous vous souvenez, accident de la route. Il est resté 5 ans végétatif, sans conscience, avec une alimentation artificielle, jusqu'au moment où sa femme n'en pouvait plus. Et elle avait convenu avec les médecins d'arrêter la nutrition. Et c'est ce que n'ont pas voulu ses parents. Et là, il y a eu un conflit intrafamilial. Et à ce moment-là, a démarré les multiples procédures dans l'affaire Vincent Lambert. Donc la nutrition et l'hydratation, il s'agit bien de traitements qu'on est en droit d'arrêter. Alors, évidemment, le législateur, il a écrit quand les traitements sont inutiles, disproportionnés, gna gna gna. Mais ce n'est pas toujours facile de déterminer le pronostic. On n'a pas de boule de cristal. C'est quelque chose que les familles ont du mal à comprendre parce que quand je m'occupe, par exemple, d'un accidenté de la route
Et ben, 1 heure après l'admission, il nous demande est-ce qu'il va s'en sortir? Ben, j'en sais rien. Et docteur, quelles seront les séquelles? Ben, j'en sais rien non plus. Donc la détermination du pronostic, c'est quelque chose qui, d'abord, qui n'est pas toujours 100%, et puis qui nous prend du temps. Et ce temps, les familles, elles l'ont pas toujours. Quand elles sont débordées par le chagrin, parfois elles veulent que les choses finissent rapidement, parce qu'il y a quelques familles qui s'acharnent, mais il y en a d'autres au contraire qui veulent que les choses aillent vite, en nous disant « il n'aurait jamais voulu être comme ça ». Et elles veulent parfois aller trop vite par rapport au temps qu'il nous faut pour déterminer le pronostic. Ce temps-là, il est matérialisé sur ce schéma, avec le rectangle vert et le rectangle rouge qui est la dépendance des soins. Vous avez le temps qui est indiqué sur la ligne horizontale. À gauche, le patient arrive en réanimation parce qu'il vient d'avoir un accident de voiture, parce qu'il vient de faire un accident vasculaire cérébral. Il est très très dépendant des soins, il a besoin de beaucoup de soins. J'ai aucune idée, vous voyez le triangle vert il est tout petit à gauche, là. J'ai aucune idée du pronostic à ce moment-là. Bon, parfois c'est vraiment la catastrophe et il va passer en mort cérébrale en l'espace de 24 heures, mais le plus souvent ça n'est pas la catastrophe aussi importante. Et donc le temps va passer et il va devenir de moins en moins dépendant des soins. Et moi, quand je dis moi, évidemment, c'est mon équipe, les médecins, les infirmières, on va être de plus en plus précis sur le pronostic. On aura de plus en plus d'examens radiologiques, scanners, IRM, prise de sang, examen du patient au lit. Et tout ça va faire qu'au bout d'un certain temps, on sera capable de déterminer de façon beaucoup plus précise un pronostic à un moment où le patient il aura besoin de moins en moins de soins. Et qu'éventuellement, si on arrête la réanimation, il va survivre sans nous parce qu'il est autonome. Alors, les familles, encore une fois, comme je le disais, elles trouvent parfois que le temps est long et ça peut introduire des petites tensions dans nos relations. Parfois, on leur dit que c'est fini et elle veut du temps pour admettre ça, mais on n'est pas toujours en phase dans les deux sens. Alors, la loi nous impose d'informer le patient, ça c'était avant Leonetti, c'est Kouchner 2002, les lois sur le consentement aux soins. Et dans le consentement aux soins, eh bien, le patient, quand il est conscient, évidemment c'est facile, quand il est conscient, il peut s'exprimer, il peut refuser les soins. Il refuse les soins, éventuellement, si ça met sa vie en danger. Il a un cancer, il ne veut plus de chimiothérapie, ça met potentiellement sa vie en danger. Il faut que je lui dise et il faut qu'on soit d'accord, mais de toute façon, c'est lui qui aura raison parce qu'il doit consentir aux soins depuis la loi Kouchner de 2002. Si vraiment ça ne va pas, j'appelle un autre médecin pour essayer de le raisonner. Je vais lui réexpliquer, il va réitérer sa demande, et puis s'il ne veut pas, il ne veut pas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut toujours que le docteur suive le consentement du patient? Parce que là, en cette fin de l'année 2022, on nous serine autonomie du patient, avec un A majuscule. Donc, est-ce qu'on respecte toujours l'autonomie du patient? Premier cas, les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ils refusent la transfusion sanguine. Mais ils ne refusent pas de se faire opérer. Et alors, de temps en temps, quand on se fait opérer, on saigne et on est transfusé. Alors, il y a des fois où on peut éviter, mais, par exemple, ils acceptent la greffe d'organes. Donc, dans une greffe d'organes, le rein, ça va encore, mais foie-cœur, pas de transfusion, c'est compliqué. Hein. Donc, quand ils sont conscients, ils peuvent refuser la transfusion. Alors, quand ils se sont exprimés, on peut encore, quand ils sont conscients, on peut encore passer à une espèce de contrat avec.
qui est le plus souvent repose sur « je ferai mon possible pour ne pas vous transfuser, mais si votre vie est en danger, je le ferai ». Et souvent, ils acceptent ce contrat-là. Pas toujours, il y a quelques jusqu'au-boutistes, mais souvent, ils acceptent ce contrat-là. Après, il y a le problème du témoin de Jéhovah qui ne s'est pas exprimé. Le témoin de Jéhovah qui a un accident de voiture que je n'ai pas vu avant et dont le conjoint, le parent, me dit « il est témoin de Jéhovah, il ne veut pas être transfusé ». Ça, c'est déjà plus compliqué. Parce que là, il ne s'est pas exprimé lui-même. Il faut que je fasse confiance à un tiers, c'est un peu plus compliqué. Alors, est-ce que je vais respecter sa volonté jusqu'à ce qu'il meure? Pour un accidenté de la route, par exemple. C'est pas facile. Vous le savez, vous l'opérez, vous ne l'opérez pas. En France, en urgence, 95% des docteurs y passent outre la volonté et ils transfusent s'il y a besoin en urgence. Alors c'est ça, il y a l'omission de porter secours à laquelle se heurte le respect de l'autonomie du patient. Ça s'appelle des injonctions contradictoires. Si vous faites 500 km au nord, en Hollande, 100% de respect de l'autonomie du patient. Vous ne voulez pas être transfusé, pas de problème, vous mourrez sur place. Ils ont des séries hallucinantes de patients avec hémorragie qu'ils ont laissé saigner, des gens jeunes, des accidentés, pour lesquels une simple transfusion aurait pu sauver le patient. Un accouchement, ça peut très rapidement donner une hémorragie importante. Et il suffit de transfuser 4 poches et ça va. Vous ne transfusez pas les 4 poches et l'accouchée, elle meurt. Donc l'autonomie, ce n'est pas toujours facile à respecter. Donc en France, en 2022, si vous sautez par la fenêtre, le SAMU va être appelé, il va vous prendre en charge et on va s'occuper de vous. Pourtant, c'est manifestement contre votre volonté. On va prendre un exemple, comme vous êtes comme moi dans la salle, vous n'êtes pas jeune, donc vous connaissez Mike Brandt. Donc je vous rappelle qu'il s'est défenestré 2 fois de suite. La première fois, il a été réanimé, il s'en est sorti et il a ressauté, et la deuxième fois, il ne s'est pas raté. Donc il n'y a pas de discussion sur la volonté du suicidant. Et pourtant, tout le monde trouve normal que le SAMU ramasse les personnes qui sautent par la fenêtre. Donc, l'autonomie et le respect de la volonté du patient, il ne faudrait pas croire que c'est un truc aussi blanc et noir qu'on veut bien nous le faire croire. Alors le pire, évidemment, c'est quand vous n'êtes pas capable d'exprimer votre volonté. Vous arrivez dans mon service parce que vous avez fait un AVC, vous êtes dans le coma, ou alors vous êtes victime d'un accident de voiture, vous traversez, vous ne demandez rien à personne, et vous faites renverser par un chauffard, là, vous n'êtes pas exprimé votre volonté. Et je ne connais pas votre volonté. Et donc c'est là que rentrent en œuvre les dispositions de la loi Leonetti de 2005, puis de celle de 2016, qui a complété les directives anticipées. Donc quand le patient ne peut pas s'exprimer, la loi de 2005 a créé le principe des directives anticipées. J'y reviendrai un peu plus tard parce que la loi de 2016 les a beaucoup changées. Donc on le fera à partir de la loi de 2016. Et elle a créé également, elle n'a pas tout à fait créé, mais elle a mis au premier plan la personne de confiance. Et donc, cette personne de confiance, je vais solliciter son avis. Donc là, je peux vous dire que je ne suis pas accablé par le nombre de patients qui a une personne de confiance, ni des directives anticipées d'ailleurs. Et donc, en général, quand vous arrivez en réanimation et que vous n'étiez pas particulièrement malade avant, ou pas avec une maladie grave, eh bien, vous n'avez en 2022 ni directive anticipée, ni personne de confiance. Après, je vais prendre l'avis de la famille, mais je vais vous expliquer que l'avis de la famille, ce n'est pas si facile que ça. Ou l'avis des proches. Moi, je vais demander à l'ensemble de l'équipe soignante ce qu'elle en pense, les infirmières qui s'occupent du patient. Et puis, on va initier, si on veut arrêter les soins, une procédure collégiale. Ça veut dire que je vais appeler un médecin d'un autre service pour lui expliquer la situation et pour savoir s'il est d'accord avec l'arrêt des soins. Rien que ça, ce n'est pas si facile que ça. Y compris moi qui ai la chance de travailler dans un CHU où on est beaucoup de médecins, ce n'est pas toujours facile de savoir, d'avoir
un consultant extérieur. Et je vous dirai pourquoi sur la diapositive d'après. Et à la fin, il n'y a qu'un seul docteur qui décide d'arrêter les soins, c'est le médecin en charge du patient. C'est lui qui prend la décision. Tous les autres expriment un avis et c'est lui qui prend la décision. Les mots, au sens juridique du terme, ont une vraie signification. Tout ça doit être écrit et transparent. Alors la personne de confiance, qui c'est? La personne de confiance, c'est une personne majeure que vous avez désignée, qui peut être n'importe qui, hein, un parent, un proche, ça peut être le chauffeur de taxi, ça nous est arrivé il y a quelques mois, une personne qui était totalement isolée sur le plan social, et c'était le chauffeur du VSL qui était sa personne de confiance. Et cette personne de confiance, je la consulterai quand vous ne serez pas capable d'exprimer sa volonté. Alors la personne de confiance, elle doit être désignée par écrit, d'accord ? Par un document que vous signez et qu'elle signe. Les deux parties acceptent la mission. Quand vous rentrez à l'hôpital, on vous explique qu'il faut faire ça et que ça serait bien. Parfois, mais c'est rarement le cas, mais parfois la personne de confiance, même si vous êtes conscient, elle peut assister à des entretiens d'orientation du traitement, d'arrêt thérapeutique, etc. Le plus souvent, on en a besoin quand vous n'êtes pas conscient. Tout à fait, la loi ne précise pas le nombre de personnes de confiance. Alors moi, je vous déconseille franchement de faire ça. Ou alors, vraiment, vous les hiérarchisez. Parce que, franchement, le nombre de familles où les gens ne sont pas d'accord, et si j'ai plusieurs personnes de confiance présentes, ça va être très compliqué. Donc, j'aimerais autant... À l'heure actuelle, j'en ai 0. Là. Si je pouvais en avoir 1, ça serait parfait, quoi. Alors après, si votre personne de confiance, elle est entre Paris et New York et qu'elle est absente un jour, une semaine sur 2, je comprends la nécessité d'avoir une autre personne de confiance. La deuxième chose, c'est que la personne de confiance, ce n'est pas forcément votre plus proche. Typiquement, ce n'est pas forcément votre conjoint. Votre conjoint, il sera sûrement terrassé par le chagrin le jour où il faudra débrancher le respirateur. Et peut-être vous avez intérêt à prendre quelqu'un d'un peu plus loin. Peut-être votre frère ou votre sœur. Ou un de vos enfants. Qui sera plus apte à prendre une décision difficile. Ça vous appartient. Vous les connaissez. En tout cas, il faut prendre quelqu'un qui vous connaît bien. Et il faut, j'insiste, que ce document soit contresigné par la personne de confiance. Vous signez tous les deux, vous et votre personne de confiance. Et il y a quelque chose qui ne compte pas, c'est l'oralité. Les gens qui arrivent en me disant « je suis sa personne de confiance ». Ça ne marche pas comme ça. Hein. Il faut que je sache que vous, qui êtes dans le coma, vous l'avez bien désigné. Donc la personne qui me dit je suis sa personne de confiance sans aucune preuve, ce n'est pas sa personne de confiance au sens juridique du terme. Une des raisons pour lesquelles c'est critiquement important de désigner une personne de confiance, c'est que les familles, elles sont loin d'être unies. Donc évidemment, je vous ressors Vincent Lambert, mais c'est quand même pas du tout exceptionnel qu'il y ait un proche qui dise blanc et un proche qui dise noir. C'est typiquement le conjoint versus les parents. Ça, c'est vraiment la situation de conflit majeur. Alors, il peut y avoir des frères et sœurs qui ne soient pas non plus d'accord. Alors, la première chose qu'ils vous demandent à l'entrée en EHPAD, et ça m'est arrivé à titre personnel, c'est de désigner une personne de confiance. La personne qui rentre doit désigner sa personne de confiance. Donc ça, c'est un petit souci parce que je vous rappelle que la moyenne d'âge d'entrée en EHPAD en France est 87 ans et qu'une des raisons pour lesquelles vous rentrez en EHPAD, c'est que vous avez une sérieuse altération de vos capacités cognitives, sinon on ne vous mettrait pas en EHPAD. Et donc, la personne qui rentre en EHPAD, elle n'est pas forcément capable de désigner ses personnes de confiance. Ça, c'est un obstacle. Ah bah, il fallait le faire avant. Il fallait y penser avant. Ben, on n'ose rien jusqu'au moment où on est dans le mur. Et donc, vaut mieux prendre ses dispositions avant d'être dans le mur, parce que dans le mur, c'est trop tard.
je vous ai dit, la personne, si ce n'est pas votre conjoint, c'est mieux que ce soit les frères et sœurs. Les enfants, ça introduit... Enfin, après, vos enfants, vous les connaissez. Et donc, vous êtes capable d'anticiper. Enfin, je vous mets en garde, parce que j'ai une petite expérience personnelle, indépendamment du fait que je sois à l'EREJ. Vos enfants, vous les connaissez. Mais les pièces rapportées, un petit peu moins bien. Et elles peuvent retourner la tête de votre enfant. Donc, vous avez raison. Et dans la littérature, c'est parfaitement bien décrit que les proches qu'on nous présente comme le Graal, les proches, ils ne représentent pas nécessairement la volonté du patient et ils ne sont pas nécessairement désintéressés. Moi, j'ai plein d'expériences de gens qui sont arrivés chez moi à l'issue d'un accident, à l'issue d'un AVC, à un moment où ils ont été cueillis par la maladie alors qu'ils ne s'y attendaient pas, et qui étaient, par exemple, en instance de divorce. C'est par exemple le cas de quelqu'un qui s'est défenestré pour cette raison-là. Le divorce passait mal, elle s'est défenestrée. Et donc, pendant 3 semaines, évidemment, le proche à qui on a donné toutes les informations, c'est celui dont elle voulait se séparer. Ça, je l'ai su qu'après. Donc, les proches ne représentent pas toujours forcément l'intérêt du patient. C'est pour ça qu'il faut le désigner. Franchement, si ce soir, dimanche au plus tard, vous avez désigné par écrit votre personne de confiance, on n'aura pas perdu notre temps. Parce que vous allez voir que les directives anticipées, c'est moins facile. Alors ça, c'est un petit exemple, c'est en anglais, je suis désolé, de pays qui a légiféré sur une hiérarchie dans les proches. Et donc, d'abord, c'est le tuteur si le patient est sous tutelle. Ensuite, la personne de confiance si elle existe. Ensuite, le conjoint, au sens large du mot conjoint. Puis, les enfants. Puis, les parents. Puis, les frères et sœurs. Si en France, ça existait, il n'y aurait pas eu d'affaire Vincent Lambert. L'épouse, elle aurait eu préséance sur les parents. Et c'était réglé. Malheureusement, ça n'existe pas en France. Et donc, pour l'instant, il faut qu'on se fasse sans. Donc, dans un premier temps, on va essayer de faire en sorte que les gens soient d'accord. Donc, on va prendre un peu notre temps. Et après, il y a deux choses, il y a deux façons de rentrer, de sortir de là. On débranche. Et les enfants portent plainte, en référé éventuellement, pour faire annuler la décision. Et donc, c'est ce qui se produit très régulièrement. Donc, c'est référé, ensuite appel en Conseil d'État. Après le Conseil d'État, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc là, on a pris 6 mois dans la vue. Et d'habitude, à la fin de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'y a plus de juridiction et on fait appliquer la décision. L'autre choix, c'est, il n'y a pas beaucoup de bons autres choix. Si vous êtes dans le coma, après, c'est de vous transformer en Vincent Lambert. Donc, on vous fait ce qu'on appelle une trachéotomie, on vous nourrit avec une sonde, puis ça peut durer des années, CF Vincent Lambert. Donc, quand on a décidé d'arrêter, on se concerte, ça j'ai déjà dit, et arrive la loi Claes-Leonetti. Donc, parce que la loi Leonetti, déjà, elle a bien du mal à être appliquée. Elle a 17 ans, mais il y a des gens qui ne connaissent pas encore le concept et qui ont du mal à l'accepter. Et donc déjà, sous François Hollande, il y a des gens qui disaient la loi Leonetti ne suffit pas, il faut aller plus loin, comme c'est le cas actuellement. Donc François Hollande a diligenté un certain nombre de réunions autour du sujet, et finalement, il a été décidé de ne pas dépénaliser l'euthanasie à l'époque, ce qui était déjà en balance, et de compléter la loi Leonetti par la loi Claes-Leonetti de 2016. La loi Claes-Leonetti, elle s'est particulièrement attachée aux directives anticipées. Et donc les directives anticipées, je vous rappelle que c'est un document que vous rédigez de votre main, où vous allez sur le site de l'HAS, et puis il y a des modèles, et que vous pouvez les révoquer à tout moment et changer d'avis à tout moment. Le sujet, c'est où vous les mettez. Où vous les mettez pour que moi, à 2 h du matin, le samedi, je les trouve.
Donc, le médecin traitant, ça, je vous le déconseille, parce que le médecin traitant, à 2h du matin, j'arriverai jamais, il ne me répondra pas. La personne de confiance, un membre de la famille, mais il faut que je le trouve. Et puis, il y a mon espace santé 2022. Magnifique. Mais moi, à l'hôpital, je n'ai aucun moyen de consulter mon espace santé 2022. On espère que ça va s'arranger. Mais à l'heure actuelle, si vous faites ça, tout ce qu'il y a sur mon espace santé 2022, ça y reste et je n'aurai pas accès. Donc, si vous rédigez vos directives anticipées, un bon conseil, gardez-les sur vous. Là, je suis sûr que je vais les trouver. Et les rares qu'on a trouvés, c'est bien sur le patient qu'on les a trouvés. Non, si vous les mettez sur un truc numérique, il faut les mettre sur mon espace santé 2022. On peut espérer que d'ici quelques mois, années, on arrive à les lire à l'hôpital. Bon, c'est quand même tout récent, hein, mon espace santé 2022. Je ne sais pas si vous l'avez rempli. C'est un tout petit peu prise de tête, hein. Je pense que le type qui l'a conçu, il devrait prendre des cours auprès du site qui fait Blablacar pour les voitures. Parce que Blablacar, vous n'avez jamais été sur le site, il est hyper intuitif, c'est hyper facile de s'y retrouver. Mon espace santé, la première chose qu'il va vous demander, et ça franchement, je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas s'il était bourré quand ils ont décidé ça, mais il va vous demander le numéro de votre carte vitale, pas le numéro sécurité sociale qui est au recto, le truc qui est au verso, le numéro du document carte vitale. Je ne sais pas ce que ça peut leur foutre, le numéro de cette carte, quoi. Eh bien, si vous avez une carte vitale qui a un certain âge, comme la mienne par exemple, c'est complètement effacé. Vous ne pouvez pas le lire. Donc vous êtes obligé d'aller à la CPAM qui va vous redonner le numéro de votre carte vitale. Moi, personnellement, j'ai autre chose à faire dans la vie qu'aller faire 3 heures de queue à la CPAM, donc je n'ai pas le numéro de ma carte vitale, donc je n'ai pas pu rentrer sur mon espace santé. Donc c'est sûrement une bonne idée, les documents numériques, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Alors, ce qui se passe, c'est une question qu'on nous a posée à Saint-Dié il y a quelques jours. Ce qui se passe là, c'est que vous allez rentrer à l'hôpital, ils vont vous dire « désignez-moi votre personne de confiance ». Et donc, vous allez la désigner, ça va rentrer dans le dossier, dans votre dossier, qui est maintenant un dossier informatisé dans tous les hôpitaux de France et de Navarre. Mais il y a 0 transmission. Donc, vous êtes hospitalisé à Strasbourg pour une maladie, et puis vous venez à Nancy pour une autre maladie, ou à Metz pour une 3e maladie. Il y a 0 communication entre les hôpitaux. Donc, si vous avez donné votre personne de confiance à Metz, par exemple, parce que vous étiez conscient, et que vous arrivez à Nancy parce que vous ne l'êtes plus, ben moi, je n'ai pas de transmission de ce document. Depuis 2016, les directives anticipées, elles s'imposent aux médecins. Elles s'imposent aux médecins, sauf, parce qu'il y a quand même un sauf. Elle s'impose aux médecins, sauf si vous êtes en situation d'urgence vitale. Vous venez d'avoir un accident de voiture, vous avez écrit que vous ne voulez pas être réanimé, mais là, on est hors champ. Donc là, je vous réanime et on verra après. Deuxièmement, si elles sont manifestement inappropriées à la situation. Alors ça, évidemment, peut-être que ça parle à un juriste, mais manifestement inapproprié, ça laisse la place à toutes les interprétations. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a un recours juridique sur cette expression. Dans un hôpital français, il y a un pauvre monsieur qui a eu un accident de travail avec un traumatisme crânien gravissime, qui est plante verte, comme on dit, donc il ne se réveillera jamais, qui est Vincent Lambert en puissance, au printemps 2022. Les médecins expliquent à la famille que les carottes sont cuites et qu'il faut arrêter la réanimation. Et là, la famille arrive avec des directives anticipées. Coucou, alors déjà ça j'adore, la directive anticipée qui apparaît secondairement dans la prise en charge. On sait déjà qu'il y a eu des faux en matière de directives anticipées, et donc que les familles, au décours de l'hospitalisation, elles rédigent les directives anticipées des grands-pères. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas un grand-père, c'est un jeune. Ils sont arrivés avec une directive anticipée sur laquelle c'était marqué « En cas d'accident, si je suis dans le coma, je veux qu'on me réanime à tout prix. Je veux être intubé, peu importe si je suis végétatif. »
Alors, vous voyez, les directives anticipées, il y a des gens qui pensent que c'est pour empêcher l'obstination déraisonnable, mais il y a des directives anticipées d'obstination déraisonnable. Les docteurs, ils ont dit ce que j'aurais dit. C'est manifestement inapproprié. Donc, on ne les applique pas et on va quand même faire un arrêt des traitements. Référé, donne raison au docteur, appel en Conseil d'État. Et là, en Conseil d'État, l'avocat vraiment tordu, il a déposé ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC. Qu'est-ce que ça veut dire? La disposition de la loi n'est pas en rapport avec la Constitution, elle est inconstitutionnelle. Et donc là, le Conseil d'État a dit ça, c'est pas notre boulot. Hop, ils ont passé la patate chaude au Conseil constitutionnel. Et il faut savoir si cette expression, manifestement inappropriée, est conforme ou non à la Constitution. Donc, réponse dans 2 mois. C'est en cours, là, c'est tout chaud. L'audition a eu lieu cette semaine en Conseil constitutionnel. Alors maintenant, le contenu des directives anticipées, il ne faut pas croire que c'est hyper simple à rédiger. Peut-être que vous avez une maladie. Je parlais du cancer tout à l'heure. Vous avez été opéré, vous avez eu des rayons, vous avez une chimio, vous rechutez, vous avez une autre chimio. Si vous dites « j'en ai marre », je comprends bien que votre volonté, elle est franchement éclairée, que vous avez bien compris les tenants et les aboutissants, et ça me paraît tout à fait correct. En revanche, vous êtes en bonne santé, et vous m'écrivez, ce que je vois parfois, « je ne veux pas être plante verte, je ne veux pas être intubé », situation que vous ne connaissez pas particulièrement. Ça, c'est un peu moins clair comme volonté. C'est un peu moins clair parce que on ne réagit pas quand on est malade comme quand on est en bonne santé. Si je vous dis, là, tranquillement assis dans un fauteuil de salle de cinéma, est-ce que vous accepteriez de vivre tétraplégique, c'est-à-dire paralysé des 4 membres? Tout le monde va me dire non. D'accord? Pourtant, tous les gens qui sont dans cette situation, 99%, tout le monde me dit ça le lendemain de l'admission dans le service, mais 99% des gens, au bout d'1 mois, 1 mois et demi, ils sont adaptés à la situation et à leur handicap. Donc, moi, je ne suis pas pressé d'avoir une loi qui m'oblige à euthanasier le patient qui va me le réclamer à J1, quoi. Et donc, le disability paradox, que j'ai noté sur cette diapo, c'est ça. C'est que quand je suis en bonne santé, il y a plein de situations que je trouve horribles et que je ne veux pas vivre, donc je vais le marquer sur mes directives anticipées. Mais quand je suis malade, quand j'ai cette maladie, quand je suis paralysé, ma vision de la vie, elle est un peu différente. Et je vais finir par tolérer le handicap, le supporter, et ça ne sera plus du tout pareil. Alors l'HAS, si vous allez sur le site de l'HAS, vous avez les 2 formulaires, là. Et donc, ils ont bien prévu ça. En haut à gauche, je suis une personne ayant une maladie grave ou en fin de vie. En haut à droite, je suis une personne n'ayant pas de maladie grave. Et donc, la rédaction des directives anticipées, on a le contexte avec ça. Après, je ne vois pas beaucoup de directives anticipées et je n'ai jamais vu ce formulaire. 0 pour l'instant. Depuis 2016, personne n'a utilisé ce formulaire. Les rares directives anticipées que j'ai vues, les gens les ont rédigées manuscrits sur du papier qu'ils ont. Je vous rappelle que vous devez mettre votre nom, votre prénom, votre date de naissance et la date à laquelle vous rédigez les directives anticipées, sinon elles ne sont pas valides. Et j'attire votre attention sur ça. C'est que vous avez le droit de changer d'avis, y compris quand vous avez rédigé vos directives anticipées. Un petit exemple. Vaut mieux qu'un long discours. Ça, c'était dans la presse en 2020. Un patient de Dijon, qui s'appelle Alain Koch, a une maladie grave pour laquelle il souhaite mourir dans la dignité, comme disent les gens, comme si, à l'heure actuelle, on n'assurait pas la dignité, mais peu importe. Donc, il réclame le droit à mourir. C'est dans la presse, il écrit au président de la République. Et puis, un petit peu après,
finalement, il a réfléchi et il a décidé de ne pas mourir et de continuer son combat. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas sur la diapositive, donc je vous l'encadre. Ici, on est le mardi 25 août 2020 et ici, on est le 11 septembre 2020. Ça fait 16 jours. En 16 jours, il a complètement changé d'avis. Donc, je ne sais pas si vous avez fait attention, au printemps 2022, il y a une proposition de loi sur l'euthanasie, la proposition de loi Falorni, qui n'a pas été retenue finalement. Mais dans cette proposition de loi, il stipulait que les médecins devaient répondre en 2 jours et réaliser l'euthanasie 2 jours plus tard. Donc ça paraît complètement délirant. Et lui, s'il avait été dans ce cas-là, il serait mort à l'heure actuelle, alors qu'il a changé d'avis au 16e jour. Bon, je vais passer, là, c'est pour dire que c'est un sondage BVA de l'année dernière, pour dire que les directives anticipées, elles sont très mal connues en France. Que les gens, même quand ils les connaissent, ils ne veulent pas les rédiger. Je ne souhaite pas les rédiger. Je les connais, d'accord, mais je ne veux pas les rédiger. Ce que je peux comprendre. En revanche, ils font confiance à l'oral pour 61% de l'expression de leur volonté. Donc là, l'oral, ça doit au moins s'accompagner de la désignation écrite de la personne de confiance. Que je puisse faire confiance à la personne qui me rapporte vos volontés. Que je sois sûr que ce ne soit pas pour l'héritage, par exemple. Alors, il y a quelque chose que les gens connaissent très très mal, qui est dans la loi Claes-Leonetti, c'est la sédation profonde et continue. Vous êtes fondé en étant conscient à demander une sédation profonde et continue. Ça veut dire que je vous endors jusqu'à votre décès. Ça, c'est si vous êtes en fin de vie. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en fin de vie pour un juriste ou un juge d'instruction? Une espérance de vie de quelques jours, au maximum de 2 semaines. Pas toujours facile à déterminer, mais c'est quelques jours, quoi. Si vous êtes en fin de vie, si vous considérez qu'on n'arrive pas à contrôler votre souffrance et que cette souffrance est incontrôlable et en tout cas vous ne la supportez plus, vous pouvez demander une sédation profonde et continue. Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et qu'on est sûr qu'il est en fin de vie, on est fondé à réaliser cette sédation profonde et continue sans son avis, pour protéger le fait que même dans le coma, il y a une perception, c'est ça l'idée un peu. Mais vous voyez que là déjà, le législateur, il nous autorise à prescrire un traitement qui, peu ou prou, va accélérer le décès. Même si c'est dans l'idée de contrôler la douleur, ça va accélérer le décès. Donc, la loi précise que cette sédation profonde et continue, elle est là pour abréger la souffrance du patient, même si les traitements peuvent avoir comme effet d'abréger la vie aussi. Donc, il y a déjà une espèce de reconnaissance de fait qu'on peut faire quelque chose qui va abréger la vie du patient, mais uniquement sur des patients dont l'espérance de vie est de quelques jours. Et enfin, dans la loi Claes-Leonetti, c'est stipulé noir sur blanc que la nutrition et l'hydratation, ce sont des traitements. Parce qu'il y a des gens qui disaient que ce n'est pas un traitement, c'est un droit inaliénable. C'est dans la Convention des droits de l'homme que la nourriture et la boisson, non. C'est des traitements. Et donc, comme c'est des traitements, on peut les arrêter. Et tous les délires sur « c'est horrible, ça va induire des souffrances, machin », c'est pas vrai. Il y a toute la connaissance sur les grèves de la faim pour dire qu'il n'y a pas du tout de souffrance liée à cet arrêt des traitements et d'hydratation. Alors, comme on va beaucoup en parler en cette fin 2022, début de 2023, je voulais revenir sur ce que ça voulait dire l'aide active à mourir, qu'on se comprenne bien. Si j'arrête un respirateur, ça ne rentre pas du tout dans l'aide active à mourir. Que les choses soient claires, pour l'instant, la loi Leonetti n'autorise pas une aide active à mourir. L'aide active à mourir, ça représente 2 notions qui sont, 1, l'euthanasie.
Donc c'est quoi l'euthanasie? C'est une personne qui est consciente déjà. Pour les patients dans le coma, pour les Vincent Lambert, tout ça, il n'y a pas d'euthanasie possible, ils ne demandent rien. Voilà. Donc l'euthanasie, elle est demandée par le patient. Le patient, donc, il doit être conscient, il doit être lucide, et comme il souffre, comme il est proche de la fin de sa vie, eh bien, on va lui injecter une substance létale. Donc quelque chose qui va provoquer sa mort. Cet acte, il est pratiqué par un tiers, d'accord? Un tiers qui est un soignant en général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tiers, il faut lui demander son avis quand même. Et donc, en particulier, les soignants qui vont faire ça, ils doivent être d'accord avec ça. Deuxième chose, assez différente, le suicide médicalement assisté. Le suicide médicalement assisté, c'est donner à une personne les moyens de se suicider dans des conditions satisfaisantes. C'est ce que fait la Suisse. Donc ça, c'est pratiqué par le patient lui-même. Donc là, il n'y a pas de tiers. Et d'ailleurs, comme c'est le cas en Suisse, ce n'est pas nécessairement dans un établissement de soins. Ça peut être dans des locaux complètement séparés, ça peut être chez le patient lui-même. Alors, il y a quand même un bémol. Il y a quand même un bémol, c'est que la sédation profonde et continue, dans la loi, c'est destiné aux personnes en fin de vie. Or, l'euthanasie en Belgique, ce n'est pas des personnes en fin de vie. C'est des personnes qui ont une souffrance réfractaire. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a 2 semaines, en Belgique, il y a une jeune femme de 23 ans qui s'est fait euthanasier. C'est une survivante des attentats de Paris. Elle a un stress post-traumatique monstrueux depuis 2015. Elle a été prise en charge par plein de psychiatres, elle a été hospitalisée en psy, elle n'arrive pas à se sortir des cauchemars récurrents, de la dépression, etc. Elle a eu plein de traitements antidépresseurs jusqu'au moment où, en 2022, 7 ans après, elle décide qu'elle n'en peut plus et elle a été euthanasiée. Elle n'était pas près de mourir, hein. Elle avait 23 ans, elle avait 0 maladie somatique. Et donc la loi française à l'heure actuelle, il n'est pas question de faire une sédation à quelqu'un qui n'a même pas une altération, même pas une maladie qui risque de mourir. Donc ça, par exemple, ça pourrait être une modification assez facile de la loi et dire qu'au lieu du décès à court terme, ça peut aussi s'appliquer pour les décès à moyen terme. Et l'acceptation internationale du moyen terme, c'est 6 à 12 mois. Ça ouvrirait peut-être le champ des possibles. L'autre champ des possibles, qui est défendu par un certain nombre de mes collègues, et pour lequel je dois dire que je suis assez d'accord, c'est d'autoriser le suicide médicalement assisté en France, parce que, justement, il n'y a pas de tiers et qu'il n'y a pas besoin ni de docteur ni d'infirmière. Ça résoudrait le problème de la clause de conscience, puisque de toute façon, dans l'euthanasie, tout le monde a admis qu'il fallait une clause de conscience, mais personne n'a répondu au fait que s'il y a 95% des médecins qui invoquent la clause de conscience, comment on fait pour mettre en œuvre la loi? Il ne suffit pas de légiférer, si on fait la loi contre les soignants, c'est ce qu'ont fait les Espagnols, eh bien, ils sont dans une situation de blocage. C'est-à-dire que les politiques sont passés en force, les médecins étaient archi contre, la loi elle est votée depuis 2021, elle n'est pas du tout appliquée parce que personne ne l'applique. Donc il vaut mieux avoir un avis un peu plus... Il faut faire cheminer les choses pour trouver un accord entre toutes les parties prenantes. Et donc voilà, depuis l'avis 139 du CCNE, qui s'appelle « Autonomie et solidarité ». Pourquoi autonomie? Donc, l'autonomie, c'est ce qui est revendiqué par tous les défenseurs de l'euthanasie. Je veux faire ce que je veux de mon corps, je veux mourir comme je l'entends, je suis autonome. Et donc ça, il y a beaucoup à dire sur « je suis autonome », parce qu'en fait, votre autonomie, elle est beaucoup influencée par votre entourage et par la société. Et les philosophes disent qu'il n'y a pas d'autonomie, que c'est une hétéronomie. Votre propre décision, vous ne la prenez pas en fait tout seul comme ça, hors sol, vous la prenez sous forme de plein d'influences. Et il y a plein de gens qui vont se sentir de trop.
des gens vulnérables, des gens isolés, des gens qui vont se dire bah, puisque c'est ça, autant en finir. Et donc c'est ça la solidarité. La solidarité, c'est respecter les gens vulnérables, ne pas leur donner un moyen d'accroître leur vulnérabilité. C'est ça le sens de l'avis du centre du CCNE qui dit quand même que la loi Leonetti ne résout pas tout, à l'heure actuelle, en tout cas dans sa rédaction, et que comme elle ne résout pas tout, eh bien, ce n'est pas impossible qu'on soit obligé de modifier cette loi. Pour savoir s'il faut le faire, il y a tout cet attirail de consultation. Premièrement, vous avez peut-être entendu parler de la Convention citoyenne, 150 personnes qui ont été tirées au sort et qui vont se réunir pendant plusieurs mois pour décider qui représente la société française. Elles vont répondre à la question, la loi française sur la fin de vie doit-elle être modifiée? Ensuite, il y a nous, les espaces de réflexion éthique régionaux. Bah, c'est ce qu'on fait, voilà. On prend notre bâton de pèlerin, puis on va un peu partout dans la région, essayer de planter le débat pour expliquer aux gens ce qui est quoi, ce qu'est la loi à l'heure actuelle, comment on pourrait la changer, c'est quoi l'euthanasie, c'est quoi le suicide médicament assisté. Et puis, on fera remonter au CCNE le résultat de ces réunions, qui ne sont pas des débats à proprement parler, qui sont surtout des réunions d'information, pour que tout le monde sache de quoi on parle. Et le troisième volet, c'est les sociétés savantes, c'est-à-dire les sociétés de docteurs qui s'occupent de patients en fin de vie. Donc nous, les anesthésistes réanimateurs, les cancérologues, les spécialistes des soins palliatifs, enfin, les différentes sociétés savantes qui vont être convoquées, ça commence la semaine prochaine, par la ministre. Donc ce n'est pas François Braun qui est à la manœuvre, c'est son adjoint, Agnès Firmin-Lebaudot. Donc ça, c'est un petit problème parce qu'elle dit haut et fort qu'elle est favorable à l'euthanasie. Donc la neutralité de la consultation, j'ai quelques doutes là. Mais les trois façons de faire vont aboutir à une synthèse en avril 2023. Enfin, c'est ça le plan. On verra s'ils tiennent les délais. Et derrière, le président de la République va décider si, oui ou non, il y a un projet de loi, si le gouvernement dépose un projet de loi. Et après, on verra, après le projet de loi, on verra ce que dit l'Assemblée, on verra ce que dit le Sénat, qui est à droite, qui est plutôt contre. On n'est pas encore sorti de l'auberge, hein. Mais voilà les différentes étapes qui nous sont proposées. Et ça sera ma dernière diapositive pour dire que dans ce texte qui est consacré qui pose la question de l'élargissement possible de la loi, et réitérer la nécessité de désigner une personne de confiance, donc faites-le avant dimanche soir, et de rédiger vos directives anticipées. Ça, c'est pas facile, ça, vous avez un peu plus de temps que dimanche soir. Voilà, la diapositive de conclusion, c'est ça. Je ne la relis pas, c'est une synthèse, c'est tout, chaque mot compte. C'est une synthèse de ce qu'on vient de se dire et je vous remercie.